Madame, Messieurs, bonjour. Tous les matins, nous vous aidons à mieux comprendre les sujets que traite la presse nationale. Chaque matin, entre 9h20 et 9h50, nos confrères vous aident à décrypter ces différents sujets qui sont en une des différents journaux que nous recevons au sein de notre rédaction. Et comme tous les matins, ce vendredi, la presse s'est parue. D'abord, la Nouvelle Expression qui a sa une ce matin parle de Bamenda, l'armée accusée de meurtre. Mercredi, les militaires ont interpellé publiquement un adolescent devant l'hôtel Ayaba. Son cadavre a été retrouvé criblé de balles. L'article est à retrouver en page 3 de la Nouvelle Expression. En oreille de une de la Nouvelle Expression ce matin, élection régionale, le Social Democratic Forum annonce son boycott. La décision a été rendue publique par John Frondi. Vous lirez l'article en page 2 de la Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. À la une de Le Jour, en kiosque ce matin, régional, Frondi s'oppose aux élections. Le quotidien bleu Le Jour parle de ce boycott du Social Democratic Forum. Le président national du SIF pose des conditions pour l'organisation du scrutin attendu. L'article est à retrouver en page 3 du quotidien bleu Le Jour, en kiosque ce matin. Fraude au baccalauréat 2020, 4 enseignants et un élève à Kodengui, indique le quotidien bleu Le Jour, en kiosque ce matin. Le Messager paraît ce matin à la une. Après 18 mois d'instruction, la justice réclame 236 milliards de francs CFA. Mebengo, comme sous un rouleau compresseur, l'ex-ministre de la Défense accusé de blanchiment d'argent, surfacturation, marché fictif et détournement de fonds publics dans l'achat du matériel militaire. Article en page 3 de Le Messager. En pied de une, Le Messager, fraude au baccalauréat, un candidat écroué en Kodengui, page 7 du journal ce matin. Tout comme Le Messager évoque ce boycott du SIF, après le MRC, le SIF boycotte les élections régionales, titre en pied de une. Le Messager, la révision du code électoral et la promulgation d'un cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest comme préalable. Vous retrouvez l'article en page 11 de Le Messager. Émergence paraît ce matin à la une. Nozo, quelles élections régionales dans un contexte de guerre, interroge le journal. Le gouvernement fait feu de tout bois pour convaincre les chefs traditionnels des régions anglophones de regagner des circonscriptions à des fins électoralistes, indique le journal. Comme tous les vendredis, 10 experts s'affrontent sur cette question en page 5, des pages 5 à 10 du journal ce matin. C'est un dossier. En pied une de Émergence, Berthois, le maire se concerte avec les agences de voyage autour de Jean-Marie Dembélé, les représentants des 10 agences de voyage pour parler insécurité et insuffisance. Le journal en parle ce matin. Mutation est en kiosque ce matin. À la une, fraude au bac, l'épreuve de la prison. 5 personnes, dont 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant soupçonnés d'avoir participé aux fuites sont écroués à Kodengui depuis mercredi. À la une de Mutation. C'est en page 11, cet article que vous retrouverez dans le journal ce matin. En pied d'une mutation, conseillers régionaux, l'arbitre présidentiel. C'est à retrouver en page 8. Et puis, en page 6 du journal, absentéisme au ministère de la Santé, 470 personnels convoqués. C'est à lire dans Mutation ce matin. L'économie quotidienne est en kiosque ce matin à la une. Financement des projets. Une augmentation de 100 milliards de francs CFA pour les titres publics à émettre en 2020. C'est la quintessence d'un décret signé et rendu public le 2 septembre 2020 par le chef de l'État, Paul Biya. C'est à lire en page 6 de l'économie quotidienne qui est en kiosque ce matin. En pied de une, la charte nationale des PME en gestation. Le journal évoque la compétitivité de ce secteur dans sa parution de ce matin. Le Popoli est en kiosque ce matin. À la une, centre Covid dans les stades, Manauda snob Mwale Kombi, titre le journal, avec comme à son habitude cette caricature qui illustre ce que le journal appelle le snobisme du ministre de la Santé publique à l'égard du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mwale Kombi. L'œil du Sahel est en kiosque ce matin, affaire du DG de Simancam, le rétropédalage de Paul Biya. Vous retrouvez l'article de ce tri-hebdomadaire en page 6 ce matin.
Et puis, liste électorale, 1404 nouveaux électeurs dans l'extrême nord. En lire en page 4 du journal L'œil du Sahel, qui est en kiosque ce matin. À la une d'Info Matin, croisade contre le Covid-19, zoom sur l'apport de la recherche. Même si la bataille mondiale et nationale face à la pandémie n'est pas encore gagnée, la contribution prolifique et salutaire du système national de recherche et de l'innovation sous la férule du docteur Madeleine Tuenté porte des fruits. Croit savoir le journal en page 3 ce matin. Nos confrères sont en plateau avec nous, comme tous les matins entre 9h20 et 9h50. Camille Nélé. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Donald Brice-Camgan, bonjour Georges Sémé, mon complice de vendredi, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Tous les vendredis, nos téléspectateurs le savent, vous êtes en face de Georges Sémé. Georges qui est là. Georges, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous Donald Camgan, bonjour à mon complice du vendredi, le doyen. Bien évidemment, je salue sympathiquement tous nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin, chers confrères. Alors, nous commençons par la nouvelle expression qui vaut la crise anglophone avec à sa une ce matin. Bamenda, l'armée accusée de meurtre. Camille, mercredi, les militaires ont interpellé publiquement un adolescent devant l'hôtel Ayaba. Son cadavre a été retrouvé criblé de balles. L'article est en page 3. Votre commentaire? Je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un article écrit par M. Roger Takan, je crois, le correspondant local de... Frédéric Takan. Frédéric Takan, le correspondant local de la nouvelle expression du côté de Bamenda. Il raconte comment un groupe d'individus aurait été interpellé par l'armée. Ils étaient 4. Ils auraient été conduits à l'intérieur du camp et puis 3 auraient été relaxés, sauf le 4e, dont le corps serait retrouvé mort quelques heures plus tard, non loin de là. Bon, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Ce garçon a-t-il tenté de s'évader? A-t-il été exécuté sommairement exécuté, comme le laisse croire cet article? Difficile à dire pour le moment, mais toujours est-il que le journaliste de la nouvelle expression a eu la possibilité d'échanger avec certaines personnes certaines personnes proches de l'homme retrouvé mort, qui lui auraient dit que non, ce n'était pas un ambazonien, ce n'était pas un combattant, c'était pas ci, c'était pas ça. Alors que l'article dit aussi que les militaires qui auraient interpellé ce garçon l'aurait fait sur la base des informations données par des membres du camp DDR qui étaient non loin de là. On a bien le temps, ça ne fait que commencer, la fin ne fait que commencer, mais ce fait a été rapporté. Bon, maintenant on attend de savoir la suite. Le défunt s'appelle Chomsang Makoubel Tinchou, il est âgé de 18 ans environ. Georges, un autre point noir. N'oubliez pas qu'il a comme petit dans small pepper, petit piment. Un autre point noir sur les actions de l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Effectivement, c'est une information dramatique qui a été révélée par nos confrères de la Nouvelle Expression ce matin. Et notre confrère Frédéric Takan, qui a relaté les faits, met en scène 2 récits. Un récit qui vient, comme l'a dit le doyen, d'un ex-démobilisé qui est aujourd'hui inscrit au centre DDR de Bamenda, qui, selon lui, estime que la victime est un ex-combattant. Qui était son collègue lors de la lutte de la libération de l'Ambazonie. Et un autre récit qui vient plutôt de l'employeur de la victime, qui dit que c'est un enfant docile, qui était son employé, à qui il avait confié une mission qu'il devait effectuer dans le cadre de son travail. Donc on a donc 2 récits antagonistes, mais au centre de cela, on a le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée qui était dans un contexte particulier, parce que vous savez que l'hôtel Ayaba, à ce moment-là, avait été victime d'un attentat à un objet piégé, mais également la ville de Bamenda, dans le même contexte, avait été attaquée par des tirs sporadiques, des individus qui, jusqu'aujourd'hui, sont non identifiés. Donc l'armée, dans ce contexte, donc, a estimé que le jeune qui est la victime aujourd'hui représentait une certaine menace. Mais vous avez raison de dire que c'est un point noir qui est inscrit dans la mission de l'armée, tout simplement parce que, je me rappelle il y a quelques jours, un haut responsable de l'armée, après une opération de ratissage dans la région du Nord-Ouest, estimait que l'armée devrait opérer en respectant le droit international humanitaire, les droits de l'homme, mais également le droit de la guerre. Donc, c'est effectivement un point noir dans la mission de l'armée. Si, effectivement, il est révélé qu'il s'agit effectivement d'une exaction, je pense que c'est en contradiction totale avec la mission qu'ils font sur le terrain et avec le discours qui nous est brandi par la hiérarchie militaire. On espère simplement qu'une enquête sera ouverte afin que toute la vérité soit faite sur cet autre décès
qui est présenté comme le confrère de la nouvelle expression, comme un meurtre à mettre au passif de l'armée. Le haut responsable de l'armée en question, c'est, je crois, le général Cavalet, qui est le commandant de la 5e région militaire interarmée dans le nord-ouest. Alors l'armée a besoin du soutien des populations, Camille, sur le théâtre des tensions comme celui du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui plus que jamais. Et d'ailleurs, la récente actualité nous apprend que, et d'ailleurs de la bouche même du général Cavaler, que certaines grosses prises effectuées ces derniers temps par la 5e région militaire interarmée, assistée de la 5e région de gendarmerie, a été le fruit d'une collaboration, non seulement avec les populations, mais aussi avec des combattants, entre guillemets, repentis. Bon, mais n'oublions pas que ces derniers temps, Bamenda vit dans une sorte de psychose aussi. Vous avez entendu parler de ces individus qui ont sillonné la ville en tirant un peu partout, en demandant à tout le monde de rentrer, une fois, deux fois, et n'oublions pas que effectivement la ville vit sur une certaine tension. Peut-on parler d'exaction? On ne sait pas. Pour le moment, il est peut-être trop tôt, mais je dis que notre confrère Takan a donné l'information. Il a dit qu'un jeune homme a été retrouvé tué, criblé de balles. Bon, criblé de balles, on ne sait pas combien de balles, mais criblé de balles. Mais toujours est-il qu'on attend de savoir la suite, parce qu'il faudrait qu'une suite aussi soit donnée à cette affaire. Alors, on sort par là, Georges. Il est important de renforcer le lien entre les populations civiles et l'armée, puisque c'est ces populations civiles ce sont elles, ces populations civiles, que l'armée est censée protéger et défendre. La mission originelle de l'armée, c'est celle de protéger le territoire, mais également de protéger les biens et les populations. Et je crois qu'au-delà de cet aspect opérationnel qui est un peu plus militaire, il y a un aspect civilo-militaire. On voit de plus en plus notre armée se lancer dans des opérations de construction des écoles, de dotation des banques, de construction des hôpitaux. Ça renforce effectivement... Les actions médico-sanitaires. Effectivement, ça renforce effectivement, comme vous le dites, le lien entre cette armée et les civils. Mais le lien serait davantage renforcé lorsque les populations se reconnaîtront dans le rôle de protection de l'armée à leur endroit. Mais on a parfois l'impression que cette armée, tout en protégeant la population, se livre parfois à certaines exactions qu'on n'arrive pas à expliquer. Et le cas de ce jeune enfant de 18 ans, il est vrai que l'armée est dans une situation inconfortable. Mais je crois que notre armée, que nous saluons d'ailleurs, est une armée qui est dotée d'éléments bien formés, qui est assez outillée sur le plan de la formation pour éviter certains écueils. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait diligenter une enquête afin que toute la lumière soit faite sur ce cas qui est quand même un cas assez grave, parce que les faits tels qu'ils sont décrits prouvent effectivement qu'il y a eu soit une maladresse, soit une désinformation qui aboutit à ce décès. Donc le lien entre l'armée et les civils est un lien fondamental, et donc il appartient à la hiérarchie militaire à veiller à ce que ces liens soient en tout temps renforcés. Oui, mais je sais, mais vous avez dit quelque chose de très important. Mais on va sortir du sujet, Camille. Oui. On sort du sujet. Non, je voulais dire juste un petit mot. Oui, pour dire que nous ne faisons pas de l'angélisme, parce que quand il dit ce jeune enfant de 18 ans, parmi les séparatistes, ce n'est pas des vieillards de 90 ans, c'est généralement des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont les premiers au front. Et comme vous l'avez dit, mais je dis certainement pas avec suffisamment de conviction, il y a des moments aussi où les populations elles-mêmes, bien que protégées par l'armée, elles sont complices, des complices actifs et même des complices passifs de ces militaires. Donc, moi, je dis que le lien armée-nation, armée-population doit être efficace pour que, effectivement, les personnes elles-mêmes soient rassurées. Mais dans le même temps qu'il y a une suspicion de la part de l'armée, qu'il y a des gens qui informent les rebelles ou qui leur facilitent la chose, moi, je pense que la position de l'armée n'est pas facile du tout. Mais pour sortir définitivement sur ce, je pense quand même que notre armée ne peut pas procéder par une des exécutions extrajudiciaires. Même si on est en face d'un dangereux terroriste, je pense qu'il y a des procédures pour le juger. Comme on a vu dans certains cas, il n'appartient pas à l'armée de prononcer la sentence sur le terrain en exécutant quelqu'un, même si ce n'est pas encore prouvé qu'il s'agit effectivement d'une balle de l'armée, des balles de l'armée qui auraient atteint ce jeune garçon de 18 ans. Mais je crois qu'il faudrait ouvrir une enquête afin qu'on ait des clarifications. D'accord. On va passer à autre chose. Le sujet bat également la une et les petites unes de plusieurs tabloïds ce matin. D'abord la Nouvelle Expression, élection régionale, c'est un oreillette de la Nouvelle Expression. Le SDF annonce son boycott. La décision a été rendue publique par Ni John Frunzi.
Georges a également de émergence, Nozo, non, pas émergence, le jour régional, Frondi s'oppose aux élections. C'est effectivement le branle-bas dans les formations politiques qui flairent déjà l'odeur des élections régionales. C'est d'ailleurs depuis 2019 parce que ces élections auraient dû se tenir depuis 2019 parce que ça avait déjà été budgétisé. Il y a eu un report de budget à l'exercice 2020 et avec les signaux que montre le président de la République, ça veut dire que d'ici octobre, il y aurait effectivement ces élections régionales. Donc c'est le branle-bas au sein des formations sanitaires, des formations politiques. C'est également le branle-bas dans les formations, dans les sociétés, dans les organisations de la société civile qui ont effectué, certaines d'entre elles ont effectué des sorties, soit pour se positionner en faveur ou contre les élections régionales. Et là, vous brandissez le cas du SDF qui emboîte presque le pas au MRC dans le boycott de ces élections. Mais je crois que la nature du boycott entre le MRC et le SDF est différente. Parce que on estime dans les deux parties que dans ces conditions, il ne peut pas avoir élection, c'est-à-dire la révision du code électoral. Vous parlez des conditions, il s'agit de la crise dans le nord et sur le sud-ouest, oui, le code électoral. Oui, j'en viens, vous allez comprendre mon analyse. Donc, au SDF comme au MRC, on pense que avec la situation actuelle dans les régions anglophones, il ne peut pas avoir élection. Et avec le code électoral qui, selon eux, est un code mauvais, il ne peut pas avoir élection. Mais là où le discours devient un discours discordant entre les deux parties, c'est sur la méthode. Au SDF, on pense que il ne doit pas avoir élection parce que la décentralisation est un système obsolète et qu'il faut plutôt aller vers le fédéralisme. Alors qu'au MRC, on pense que si les élections se tiennent, il faut chasser le pouvoir, etc., etc. Donc, il y a donc une différence de nature entre les deux tendances du SDF et du MRC, mais elles se joignent dans le cadre que les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui en zone anglophone et telles que le code électoral est aujourd'hui ficelé ne sont pas favorables à ce qu'il y ait des élections. Alors, Camille, vous avez parcouru certainement cette abondante déclaration de Ni John Frondi que publie largement la presse ce matin. Il évoque le manque de confiance, le déficit de confiance qu'il y a entre les institutions et les populations, le code général, le code électoral qui n'est pas révisé, les crises multiples avec un focus sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour conclure que dans ces conditions-là, le SDF n'irait pas aux élections. Le messager ajoute qu'après le MRC, le SDF boycotte les élections régionales. Il faut d'abord commencer par reconnaître que ça fait longtemps que John Frondi n'avait pas parlé, n'avait pas ouvert la bouche. Il doit certainement être encore à l'étranger. On sait qu'il n'est pas au Cameroun depuis un moment. Donc, ça fait certainement beaucoup de plaisir à ces militants de l'entendre parler. Georges Sémé vient de dire deux choses, de faire deux lectures, des démarches individuelles du MRC et du SDF. Mais moi, j'ai une troisième grille de lecture. La troisième grille de lecture que j'ai, c'est que le MRC... peut-être, on peut comprendre la détermination du MRC à boycotter ces élections dans la mesure où le MRC n'a aucun conseiller. Et vous savez très bien que la jeunesse, c'est à partir des conseillers. C'est un scrutin indirect qui met en place des conseillers. Le MRC n'a aucun conseiller, donc il est hors jeu. Il est d'office hors jeu. Bon, pour le MRC, il serait certainement important qu'on revoie les choses et voit même comment, sans conseiller, on peut participer aux élections régionales. De l'autre côté, le SDF, lui, qui a quelques conseillers, sait très bien que malgré ces quelques conseillers, il ne peut gagner, il ne peut avoir que des résultats très très mitigés. Il ne peut pas gagner cette élection-là. Donc, on sait très bien que le SDF d'aujourd'hui, à l'extrême limite, dans la région du littoral, par exemple, peut avoir 150, au maximum 200 conseillers. 200 conseillers ne pèsent rien par rapport le SDF a environ 60 conseillers dans le littoral. Voilà, 60 conseillers dans le littoral. Un peu plus de 60 conseillers. Alors maintenant, quand on regarde le nombre d'élus dans le littoral qui frisent les mines, moi je pense que le SDF ne peut aller nulle part. Bon, demandant quant aux deux conditions qui sont excipées, à savoir la résolution de la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez bien que ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut être résolu. Ce n'est pas en s'asseyant autour d'une table que ça peut se faire. Non, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui à demain. Et maintenant, la révision du code électoral, vous pensez bien que c'est sur la base de ce code électoral que et le MRC et le SDF avaient participé aux dernières élections présidentielles et législatives et municipales. Bon, maintenant, si l'on peut estimer que c'est une approche politicienne
Mais c'est une façon d'exiger que le code électoral soit revu. Oui, beaucoup de partis politiques, d'ailleurs la majorité des partis politiques de l'opposition, estiment que ce code-là, il faut le toiletter, il faut l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Et ça, c'est clair, c'est certain. Mais maintenant, coller cette exigence à la résolution de la crise anglophone pour la tenue de prochaines élections, moi je trouve que c'est assez discutable. C'est pour cela que ces deux partis aujourd'hui sont en train de faire front commun pour une même stratégie, mais qui pourra ne pas avoir beaucoup de résultats. Alors, Georges, le MRC, hier, aujourd'hui le SDF, qu'est-ce que ça va changer? Alors, je pense qu'il faut contextualiser d'abord. Qu'est-ce que ça va changer? Je dirais pas grand-chose, parce que nous nous souvenons qu'avant les régionales qui se profilent à l'horizon, il y a eu 3 élections. Il y a eu la présidentielle de 2018, il y a eu le scrutin couplé législatif municipal de 2019. Et c'était toujours dans le contexte de la crise anglophone et du code électoral qui est aujourd'hui contesté. Pour le cas du MRC, comme le doyen l'a relevé, ils n'ont pas de conseillers municipaux. Vous savez que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les représentants départementaux au sein des conseils régionaux. Ils n'ont donc pas de conseillers municipaux. Donc, je pense que pour eux, leur sortie, c'est une sortie de manipulation politique, même si elle vaut son pesant d'or en ce qui concerne la révision du code électoral qui n'est pas bon du tout et la crise anglophone. En ce qui concerne le SDF, je ne partage pas le point de vue de doyen qui pense qu'ils n'ont pas assez de conseillers municipaux et que leur non-participation n'aurait pas un impact assez important sur cette élection. Non, je pense que ce n'est pas très bon pour notre démocratie qu'un parti qui a une représentation en conseillers municipaux ne participe pas à cette élection. Ça va donner l'impression qu'on est dans un état politique où le RDPC dicte sa loi malgré que les autres partis... Mais justement, la question, je vous la pose. On se projette, ça ne va comment rien ça va changer, se passer? Ça ne va rien changer tout simplement parce que... Le RDPC ira tout seul avec d'autres partis. Ça ne va rien changer tout simplement parce que le chien a toujours aboyé et la caravane est toujours passée. On l'a vu lors de la présidentielle, il y a eu des menaces qui ont été bandies. On l'a vu lors du scrutin coupé législatif et municipal, il y a des menaces qui ont été bandies. Et je crois que le RDPC a toujours déroulé sa machine et a continué à faire fonctionner les activités politiques. Cette fois-ci, avec les régionales, je pense que ce sera rebelote. Ils continueront, les autres partis et les organisations de la société civile continueront à dire qu'ils vont s'opposer au déroulement de ces élections, mais je crois qu'avec tous les indicateurs que nous avons à notre position, le RDPC et toute la machine administrative va sereinement dérouler le processus d'organisation de ces élections. Alors, le chef de l'État vient de signer 2 décrets, l'un fixant le nombre de conseillers, de délégués, de conseillers au niveau des départements et l'autre fixant le montant des frais de participation à ces élections régionales pour les membres du corps électoral, évidemment. Camille, dans cette configuration-là, que reste-t-il justement de ce champ politique? Aujourd'hui, le RDPC ira à ces élections avec le PCRN, si rien ne change. Le PCRN qui annonce sa participation avec d'autres partis politiques, pour quel résultat? Il n'y a pas que, et oui, vous faites bien de poser la question, il n'y a pas que le PCRN, il y a bien, vous oubliez l'UNDP, vous oubliez le FSNC, vous oubliez aussi quelques autres petits qui partis. sont de la majorité présidentielle. Mais qui sont des partis politiques aussi. C'est pas parce qu'ils font partie de la majorité présidentielle qu'ils n'en sont pas moins. Il y a le PADEC aussi. Le PADEC. Non, ce que je veux dire, c'est que cette élection, vous posez la question sur le résultat pour moi pourra paraître un peu... Pas très beau à voir, parce que nous allons nous retrouver avec un conseil régional contrôlé à 97. C'est politiquement correct de baisser la tête et de foncer comme... Non, ce que je veux dire, c'est que... Comme analyse Georges ce matin, ce serait bien pour le RDPC de le faire? Du fait du boycott du MRC, qui aurait bien un peu glané pas mal d'élus quelque part, du fait pour le SDF de s'être retrouvé dans une situation où le parti s'est complètement effiloché, on se retrouve maintenant avec... des élus du RDPC qui sont ultra majoritaires au Cameroun. Et nous courons tout droit vers, effectivement, des conseils régionaux qui sont contrôlés en majorité par le RDPC, ce qui n'est pas bon du tout. Parce que là, il est bien beau de remporter des élections, mais quand on remporte des élections sans qu'il y ait en face une partie, sans qu'il y ait en face une opposition, ce serait pas très bon non plus. Parce que là, le RDPC, les militaires du RDPC sont en train de jubiler en étant certains déjà de la victoire. Mais seulement
justement cette victoire-là, si le RDPC sera tout seul dans le conseil régional, dans des grands conseils régionaux un peu partout, ça ne sera pas un très très bon signe de vitalité démocratique. C'est pour ça que il y a des gens qui sont en train de se dire qu'il faudrait bien que le RDPC puisse trouver le moyen d'associer davantage d'autres partis, et même surtout de leur trouver des strapontins à l'intérieur de ces conseils régionaux, parce que tel que les choses sont parties, le RDPC va gagner partout. Avec ce boulevard, on peut le dire, au RDPC, Georges, qui va se passer? Est-ce que vous voyez le pouvoir faire un rétropédalage? C'est possible? Tout à l'heure, je disais que le budget pour les régionales a déjà été voté en 2010. Donc il est bien possible que cet argent ne soit pas utilisé comme en 2019. Mais je crois qu'il y a des signaux quand même qui montrent que le pouvoir en place est résolument inscrit dans la dynamique de la tenue de ces élections en octobre, comme ça se profile à l'horizon. Vous avez parlé d'un boulevard. Oui, ce serait un boulevard puisque le RDPC est un rouleau compresseur politique. C'est le seul parti qui peut se faire représenter partout sur toute l'étendue du territoire camerounais, contrairement aux autres partis qui choisissent où s'installer. Le RDPC est installé partout et je pense qu'avec les moyens des ressources humaines, les moyens financiers et de toute la logistique qui est la sienne, je crois qu'il s'offre un boulevard, une fois de plus, avec ces élections régionales. Et d'autant plus, ce boulevard est d'autant plus grand que certains partis politiques annoncent leur non-participation à cette élection. Mais je pense que ce n'est pas bon pour notre démocratie. Il faudrait quand même que on fédère autour de cette démocratie qui est une jeune démocratie, toutes les sensibilités. Mais seulement, il y a un point sur lequel je voudrais aborder. Certains pensent que la position du SDF n'est pas la bonne. Eux, ils estiment que la décentralisation, c'est un système obsolète et qu'on devrait plutôt passer au fédéralisme. Mais d'autres pensent que pour résoudre la crise anglophone, il faudrait plutôt renforcer la décentralisation. Est-ce que vous voyez la décentralisation justement renforcée au soir elle est en train d'être parachevée parce qu'il manquait une case dans le processus de mise sur pied de cette décentralisation. C'était les conseils régionaux. Parce que je crois que depuis 1996, cette disposition est prévue dans la Constitution. Et depuis, on l'attend, elle a pris du temps et aujourd'hui, on arrive au parachèvement du processus de décentralisation avec la mise en place des conseils régionaux. On va passer à autre chose, chers confrères. Je vous invite à analyser avec nous la grande une de Mutation ce matin qui parle de la fraude au baccalauréat. L'épreuve de la prison, titre Mutation, qui est en kiosque ce matin. 5 personnes, dont 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant, soupçonnés d'avoir participé aux fuites, sont écroués à Kodengui depuis mercredi. Titre ce matin le quotidien Mutation. Camille, vous avez été au courant de cette information des membres du corps enseignant et des élèves, des enseignants qui sont à la prison centrale de Yaoundé après ces fraudes au baccalauréat. Il fallait bien s'y attendre. Il fallait s'attendre à ce que les personnes soupçonnées, au terme des enquêtes menées par les forces de l'ordre, aient à rendre compte devant la justice. Bon, mais là aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le scandale effectivement des fuites de ces derniers examens a vraiment fait sursauter tout le monde au Cameroun, a compris et a fait comprendre aux uns aux autres le degré de décrépitude de la morale au niveau de certaines choses. Parce que, vous savez, un élève qui va composer au PBC, au probatoire, au baccalauréat, en sachant très bien qu'il avait eu les examens, les épreuves bien avant, ce n'est jamais quelque chose de joli. Et quand vous savez que ceux qui obtiennent qui procèdent à ces fuites d'examen, les vendent à prix d'or. Vous imaginez bien que ces professeurs, ces enseignants aujourd'hui qui sont interpellés on fait plus de mal en réalité aux élèves à qui vendent les épreuves que de bien. Bon, aujourd'hui on retrouve aussi là-dedans deux élèves ou 2 étudiants qui sont aussi en des mains de la justice aujourd'hui. Je pense que c'est une bien mauvaise chose, non seulement pour l'éducation au Cameroun, mais surtout pour la morale. Alors, en pied de une de Le Jour, fraude au baccalauréat 2020, 4 enseignants et un élève à Kodengui, titre le quotidien bleu. Pourquoi la presse semble s'émouvoir de cette incarcération? Je rappelle que 7 des responsables de l'office du baccalauréat avaient été indexés comme étant les points de départ de cette fraude au baccalauréat après une enquête menée par le ministère des enseignements secondaires. La presse a raison de
d'être subjugués par ce dont on nous présente aujourd'hui. Je pense que ça dévoile un tout petit peu ce que c'est que notre système éducatif et dans quel état de décrépitude se situe la communauté éducative aujourd'hui. Et je suis de ceux qui pensent que des examens propres au Cameroun, c'est l'exception. La plupart des examens dans notre pays ont toujours été entachés de fraude. Mais avec ce qui est arrivé en 2020, je crois que l'ampleur de la fraude était telle qu'on ne pouvait pas la camoufler. Les autres examens sont toujours déroulés dans un environnement où on soupçonnait d'avoir l'eau sale ou propre. Et en 2020, je crois que c'est arrivé à un niveau d'eau qu'on ne pouvait plus camoufler. C'était un torrent. Voilà, c'était un torrent, c'était un déluge. Et puis, le fait que cette fois-ci... Certains pensent plutôt que le phénomène a beaucoup reculé au Cameroun. Hein. Non. Et en 2020, si ça a reculé, en 2020, on se retrouve avec des élèves, des étudiants et le corps enseignant en prison, tous dans une même période. Non, je crois que le phénomène va plutôt s'aggravant, grandissant, et je pense qu'on devrait plutôt revenir à certains fondamentaux de la communauté éducative, c'est-à-dire réunir tous les acteurs de la communauté éducative pour leur rappeler qu'un examen, c'est quelque chose de sérieux, ça cadre, ça formate l'avenir de l'enseignant, mais également de l'élève ou bien de l'étudiant, et c'est une chose à prendre au sérieux, et on appelle également à la responsabilité de ceux qui sont en charge d'organiser les élections, les examens, afin que le sérieux soit mis et qu'on préserve tout l'anonymat et le secret qu'il y a autour des examens. Certains types parlent d'un scandale ce matin, indiquant que les principaux responsables incriminés après une enquête du ministère des Enseignements secondaires sont en liberté, alors que les élèves qui ont partagé ces épreuves sur la toile sont arrêtés. Il ne faudrait pas toujours parler de scandale sans comprendre le fond de ce qui est qualifié de scandale. Le scandale, c'est qu'il y a bien des noms qui ont été donnés, des noms qui ont été cités. Il y avait bien des doigts qui ont été pointés vers certaines personnes, mais ce n'est pas parce que des individus anonymes pointent du doigt que cela doit absolument orienter les conclusions de l'enquête. L'enquête a été faite par le ministère des Enquêtes des Enseignements secondaires, mais l'enquête aussi a été faite par la police, qui a finalement décidé d'inculper les principaux responsables de cette affaire. Donc, ce n'est pas parce que tel que l'on soupçonnait n'a pas été arrêté que l'on doit considérer cela comme un scandale. Alors, nous n'avons pas encore l'information sur l'inculpation des 7 responsables en question. Hein. Non, mais déjà, ils sont présumés innocents. Mais le dossier d'instruction a été bouclé. Je pense que passe maintenant à la justice, parce qu'ils peuvent également prouver qu'ils n'y sont pour rien. Ah, tout à fait. D'accord. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était la dernière de cette semaine. Merci à Camille Nélé d'avoir été là. Merci à Jean Sémé d'être venu. Vous retrouvez sur ce plateau à partir de lundi Flavien Valono. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 semaines. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Bonjour à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.